Les vraies voix du rugby, votre émission rugby du lundi, celle qui traite de l'actu avec du recul bien sûr. Au sommaire, notre émission spéciale Tournoi des 6 Nations, retour sur le crunch avec Philippe Spanghero, avec Yohan Huget, les consultants Sud Radio. Pourquoi les Bleus ont laissé échapper ce match? Comment ont-ils pu perdre un match qui leur semblait, en tout cas leur portée, ou qu'ils semblaient maîtriser? Que faut-il modifier pour éviter ce type d'accident? On va en parler bien sûr avec Philippe, avec Yohan et avec vous au 0826 300 300. C'est parti. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Philippe Spanghero. Salut François, bonsoir à tous. Très heureux de t'avoir à nos côtés dans le studio Sud Radio. Très heureux d'avoir Yohan, si il est là, bien sûr qu'il est là. Il aime bien, il est le dernier moment. En plus. Hein, comment ça va Yohan? Bonsoir. Voilà. Je suis tout ému de voir Philippe dans les studios. C'est incroyable. Voilà, moi j'ai cru que j'allais vous réunir là et faire même un qui je suis en live comme ça, vous voir en combat. Quentin Cabanis, bonsoir. Bonsoir à tous. Les dernières infos du jour, et il y en a aujourd'hui, oui, comme tous les lundis. Il y en a pas mal. En effet, François, et on démarre avec une fin de contrat pour Dakou Aka, qui fait l'objet d'une rupture de contrat immédiate de la part du Biarritz Olympique. Pour rappel, il avait été mis en garde à vue pour l'agression de son coéquipier de Biarritz, Pierre Pagès, pour l'avoir mordu à la joue lors d'une 20 points de suture en sortie de boîte de nuit. L'arrière castré Julien Dumora mettra fin à sa carrière de joueur pour intégrer l'encadrement tarnais en tant que responsable des lignes arrières. Ce sera à la fin de la saison. La pelouse du GGL Stadium jugée impraticable. Le match de la 16e journée de Top 14 entre Montpellier et Toulon, prévu samedi prochain à 21h05, est donc délocalisé. Le match aura lieu au stade Raoul Barrière de Béziers. Parmi les 23 joueurs qui étaient sur la feuille de match contre l'Angleterre pour le 15 de France, 4 n'ont pas été protégés pour ce week-end de Top 14. Il s'agit de Colombe, Oradou, Guillard et Gaëton. 4 joueurs qui étaient remplaçants. À noter que Gaëton n'était pas rentré lors de cette rencontre. Bonne nouvelle en revanche pour l'équipe de France. Thibaut Flamand et Anthony Gelon sont de retour à l'entraînement à Toulouse avant d'affronter Clermont. Et puis une nouvelle un petit peu plus triste pour le 15 de France. Il semblerait que Romain Ntamak ne puisse pas disputer le match face à l'Italie. Ce sont les dernières nouvelles qui viennent de sortir. Et puis enfin, en plus de l'Espagne, vainqueur de la Suisse 43-13 lors de la deuxième journée du championnat d'Europe, le REC comme on dit dimanche, la Géorgie, la Roumanie et le Portugal ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2027. Ce sera en Australie, François. Une Coupe du Monde ouverte à 24 nations, donc voilà, ça élargit un peu le spectre. En tout cas, félicitations aux Espagnols qui obtiennent leur billet pour la Coupe du Monde. C'est la deuxième fois de l'histoire que les Espagnols... Celle-là, ils puissent la faire. Oui, voilà, oui, parce qu'il y a eu des petits tracas sur les éditions précédentes. Sur quelle info, Yohan, tu veux revenir? Tiens, sur les infos du jour qu'a développé Quentin. On va bien sûr revenir sur France-Angleterre d'ici quelques instants. Ah, mais la première info qu'on a envie de retenir, c'est enfin la qualification de l'Espagne pour une Coupe du Monde. C'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui, après les déboires qu'ils ont pu avoir ces dernières années. Donc content pour le pays, pour cette première. Ouais, alors on attend aussi quand même le verdict du head contact process qui pourrait réduire la suspension de Romain Ntamak et donc le faire éventuellement participer au match du 23 février, la 3e journée du tournoi en Italie. Et donc selon Rugbyrama, voilà, ça vient de tomber. C'est pour ça que voilà, mais il y a un conditionnel qui est utilisé, donc oui. C'est pour ça que nous-mêmes on n'est pas très affirmatif. Philippe, quelle info tu retiens toi? Je retiens aussi celle de l'Espagne parce que en effet ça densifie un peu ce rugby européen. On le dit souvent, mais le rugby mondial et particulièrement européen a besoin de grandir. Cette équipe espagnole, je crois que ça fait deux éditions de Coupe du Monde qu'elle loupe pour des problèmes administratifs. Et donc là, c'est bien que sportivement ils aient eu leur chance et que ils franchissent cette dernière étape. Parce que c'est un pays qui a commencé à émerger quand même assez largement à 7 sur la scène internationale. Cette année notamment, ils sont impressionnants. Ouais, ils sont assez impressionnants cette année. Donc voilà, il y a une petite culture rugby qui prend, le Portugal aussi. Donc c'est plutôt intéressant pour la dynamique mondiale de notre sport. Oui, avec notamment un joueur. Il y a beaucoup de joueurs, notamment ceux qui ont battu la Suisse hier, qui n'évoluent pas en France, contrairement à ce qu'on a vu au Portugal. Beaucoup de joueurs qui évoluent en Espagne. Et là, j'ai trouvé dans la 3e ligne un joueur qui joue à Niort.
mais sinon tout le reste c'était des joueurs qui évoluent dans leur championnat ou alors en Italie, mais en tout cas c'est pas comme le Portugal. Non, mais pour grandir, ces équipes, elles auront quand même besoin pour franchir une étape d'aller naturaliser ou aller chercher de la descendance dans les grands championnats quand même malgré tout pour structurer. Mais c'est intéressant de se dire qu'ils ont quand même franchi cette étape, parce que ça veut dire qu'il y a un terreau et une formation qui est capable d'amener des joueurs à ce niveau-là, et ça c'est déjà bien. Et puis ensuite, encore une fois, il faut le faire avec parcimonie, mais 4-5 joueurs à l'époque, il y a quelqu'un qu'on avait connu avec Johan qui s'appelait Mathieu Belli, qui était un des joueurs phares de cette équipe espagnole, qui a aidé cette équipe à grandir aussi et puis à créer cette dynamique dans laquelle elle est aujourd'hui. Mais voilà, c'est déjà, je le répète, super intéressant comme nouvelle pour notre sport et le rugby européen qui prend ses marques. Ouais, Julien Dumora, Quentin qui va intégrer le staff, voilà, c'est pas franchement une surprise, c'était un petit peu annoncé. C'était un peu annoncé. Mais c'est officiel. Oui, puis mine de rien, 36 ans, donc il n'allait pas continuer indéfiniment. Et il disait aussi que il a peur de faire l'année trop, même s'il sent très bien cette année, il a peur de faire l'année trop, et donc il préfère s'arrêter et rejoindre le staff. Alors on sait qu'à Castres, c'est pas forcément définitif. Il y avait Cocotte qui avait arrêté pour intégrer le staff. C'est ce que j'allais dire. Il était revenu et ensuite il avait signé au Stade Français. Quand on voit à quel point c'est vraiment un joueur qui aura pas eu la consécration internationale, jamais eu de sélection. Pour avoir suivi Castres longtemps, honnêtement, des joueurs de club de ce niveau-là qui tiennent la baraque pendant autant de saisons avec cet état d'esprit, cette mise au service du collectif en 10, en 15, je l'ai quand même, je crois, jamais vu passer à côté d'un match, sincèrement. Ça a quand même été un des grands joueurs de club. Donc ça m'étonnerait pas, en cas d'accumulation de blessures, qu'il refasse une petite piche, quoi. Ouais. Il y avait eu Cocotte à Castres, il y a eu Porcu à l'époque à Perpignan aussi, qui avait rechaussé les crampons. Donc il y a eu des cas. Il avait été 3e meilleur joueur du top 14 en 2018. Ah oui, mais voilà, il était volé par Botica. Sur le podium, effectivement. Johan, ça te fait réagir justement comment on passe de joueurs comme ça à entraîneurs. On l'avait vu au Stade Toulousain avec Yannick Bru et notamment Jean-Baptiste Elissal qui avait enchaîné et tout de suite devenu adjoint. William Servat, c'est vrai. Et à Castres, Julien Dumora, voilà, les copains deviennent, on va dire, bon, il faut rester proche et à la fois remettre une distance, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais il faut surtout être aidé par les joueurs avec qui on a joué justement, les prendre à part et leur dire qu'on a besoin d'eux et qu'on avance tous ensemble. Je pense que c'est le point culminant pour réussir sa reconversion. Si on arrive et que de suite on se dit je suis coach et je suis plus proche des joueurs et j'installe de suite une barrière, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut juste se servir des joueurs et justement des amis avec lesquels on a évolué, joué pendant des années pour leur dire que voilà, je passe coach, aidez-moi. Je connais pas tous les rouages. Je vais être à votre disposition. Mais voilà, il faut beaucoup de communication. D'ailleurs, souvent l'adjoint est assez proche des joueurs parce que c'est pas lui qui a le final cut pour donc on est sur de l'anglais aujourd'hui. Ouais, pour décider. Final cut. Ok. Ouais. Non, mais quand je sache, on est en bilingue sur Sud Radio. Ok. Voilà. Non, merci, moi, je m'occupe. Final cut. Moi, je m'occupe. T'as regardé la NFL hier, non, François? Tout à fait. Une nuit incroyable. Voilà. Puis quand même, Taylor Swift qui a été sifflé. Moi, j'ai trouvé ça. Bon, enfin, bref. Ne nous égarons pas. Revenons à Castres. Quand même le Super Bowl, le Castres. Il y a un moment, il faut se le dire. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand même dans la structure hiérarchique d'un staff, l'adjoint est souvent plus proche des joueurs parce qu'il est au contact permanent d'eux et puis c'est pas lui qui décide de la décision finale, si je le dis en français, de la composition d'équipe. Ouais, mais après on imagine que ça doit pas être facile, par exemple, d'entraîner Geoffrey Palis, qui est au club depuis 2013. Ils ont quasiment tout connu ensemble. Tu passes supérieur à ce genre de joueur, ça doit pas être évident. Non, c'est pas supérieur. C'est pas du tout supérieur. C'est juste que justement, il faut que Geoffrey Palis devienne un allié important pour Julien Dumora. Et on a connu ça aussi nous avec Laurent Thury en charge de la défense à Toulouse, avec qui on avait joué quand on était jeune. Et ça s'est super bien passé parce que quand on voit quelqu'un qui travaille, même si c'est ses débuts. On est obligé de l'aider. On a joué pendant des années ensemble. On était de la même génération. Il passe coach avec une carrière totalement différente que peut avoir certains joueurs au Stade Toulousain. Mais il a gagné son respect au fur et à mesure des entraînements et on l'a aidé pour ça aussi avec les joueurs et les jeunes joueurs qui arrivaient.
Philippe, toi qui connais bien l'univers du Castres Olympique et les joueurs et Julien Demora, voilà, il a l'étoffe de devenir un jour un numéro 1. C'est ça sa trajectoire s'il commence à être adjoint dès la saison prochaine? Alors honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'il a l'étoffe? Oui, je crois. Après, moi, ce qui me perturbe toujours, c'est qu'en fait, pour moi, être numéro 1, c'est pas une finalité, parce que c'est des métiers différents. Moi, je crois qu'il y a des coachs qui sont faits pour être des techniciens toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont très bons pour animer les skills, être sur le terrain. Et puis, il y en a qui sont faits pour être manager général. Et c'est pas le même métier. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des échecs. Et je crois qu'il y a trop de coachs qui ont tendance à penser que la suite logique, c'est d'être manager. Et je suis pas forcément persuadé. Alors, en tous les cas, il aime le rugby, il est passionné de terrain. Donc, est-ce qu'il aura envie de monter d'un cran? Je sais pas. Est-ce qu'il en a l'étoffe? Je crois. Et puis, en tous les cas, il s'est fait une place au Castres Olympique. Ça me fait penser au Stade Toulousain, quand même, ce club du Castres Olympique qui tend la main quand même à ceux qui ont été des joueurs à la grande fidélité. Rodrigo Capo-Ortega est toujours resté dans le giron du club depuis qu'il a arrêté. Julien Dumora fait partie de Roland cela. aussi, hein. Mathias Roland aujourd'hui, bien sûr, qui est toujours directeur général. Donc voilà, il y a cette culture qui ressemble un peu à celle du Stade Toulousain dans la mémoire et la capacité à remercier ceux qui ont donné beaucoup. Oui, adjoint n'est pas forcément numéro 1. Johan, tu confirmes il va commencer à pas être d'accord avec moi là. Non, pas. Ben, si on prend Julien, Pierre Mignoni, il a été adjoint, il est passé numéro 1. Non, mais t'es obligé par contre d'être adjoint. Ça, c'est faux, c'est forcé. Voilà. Mais ce que je veux te pense dire, que ça s'apprend aussi le management, tu vois. Et il y en a qui aiment évoluer, rester adjoint toute une vie. Là, tu vois, il peut dire comme moi, mais par principe, il veut pas. Ouais. Non, pas du tout, Philippe. Mais l'évolution, elle est normale parce qu'on est des compétiteurs. Donc, c'est pas parce que tu es adjoint, tu as été compétiteur, je pense que c'est dans l'évolution du poste de passer manager. Après, on aime ou on n'aime pas et il a les capacités ou pas. C'est deux choses différentes. Mais en étant compétiteur et en passant de joueur adjoint, tu as envie d'aller forcément être dans le management. Voilà, le management, bien sûr. On va parler de Angleterre-France, revenir, après avoir balayé les dernières nouvelles du jour, revenir sur ce match. Et tiens, on parlera d'Antoine Dupont, qui était dans les murs de Sud Radio. On l'a croisé dans un cadre très privé aujourd'hui. Et forcément, on a parlé d'un match qui s'est passé samedi, qu'on a vécu en direct sur Sud Radio. C'était Angleterre-France. À tout de suite dans les vraies voix du rugby. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio pour parler rugby dans les vraies voix du rugby avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero. Et donc avec vous, vous appelez Aude est au standard. Quentin, lui, il lève et baisse les potards. Et donc vous serez avec nous d'ici quelques secondes. Revenons quand même sur ce match, Yoann. 48 heures après, voilà comment tu vis ça, parce que c'est vrai que sur le coup, on a vu quand même un beau match de rugby, mais on a vu aussi beaucoup dans l'avant. Je crois qu'il y en a eu 27. Un petit peu. Apparemment, il y avait des conditions climatiques assez difficiles. C'est vrai qu'il a plu jusqu'à 1h du match. Ouais, mais après, un peu de précipitation de la part des Français parce qu'ils pensaient et ils se sentaient supérieurs durant les 30 premières minutes du match. Et puis, quand on ne voit pas l'adversaire, quand on le finit pas, il reprend espoir et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Ils se sont sentis capables de faire le coup. Et aujourd'hui, ils ont fait le coup de battre les Français qui étaient supérieurs à eux sur ce match-là. Il faut pas se tromper. Parce que personne à la 50e allait dire que les Anglais, ils allaient gagner ce match. Ça fait mal à la tête quand même, Philippe, encore deux jours après. Est-ce que c'est peut-être je sors le quart de finale de Coupe du Monde, qui lui sera une cicatrice, voilà, ad vitam. Mais quand même, celle-là, elle fait mal. On a beaucoup moins dominé. Ouais. Donc là, celle-là, elle fait mal, ouais, parce que en fait, on n'arrive pas à se dire, bon, finalement, c'est un coup du sort, mais on a vraiment dominé ce match. On sait quel est le niveau réel de l'équipe de France. On est assez sûr du niveau de cette équipe. Ou alors, ça pose des vraies questions parce qu'on se dit comment cette équipe qui monte en expérience avec ces joueurs cadres quand même qui sont là depuis plusieurs saisons, qui sont montés en expérience, qui ont des sélections, qui avancent dans l'âge, comment ils n'ont pas su trouver les solutions sur un match comme ça. Donc honnêtement, j'ai pas complètement la réponse. Moi, mon interpellation, c'est surtout cette incapacité à trouver de l'alternance dans notre jeu. On n'a pas fait 2 ou 3 temps de jeu au pré.
Alors, je le disais en débrief d'après-match, est-ce que c'est parce qu'on n'était pas ultra dominateur devant? Mais en effet, on a trouvé les solutions très vite sur les couloirs, mais on n'a pas su les finir. Donc, quand tu vois au bout de 25-30 minutes que tu n'arrives pas à finir les coups, et que t'es dominateur, t'es en possession du ballon, parce que je crois qu'à la 30e minute, on avait déjà parcouru 300 mètres ballon en main. Enfin, il y avait pas photo. Il y avait du simple au double avec les Anglais. C'était du simple au double. Alors il y avait un peu de déchets dans les plaquages, etc. Mais toutes les stats étaient en faveur des Français. On avait presque 60% de possession. Dans l'occupation, on était aussi largement devant. Et malgré tout, on n'a pas su se rassurer sur le jeu d'avant. Alors est-ce qu'on n'était pas très dominateur ? Parce qu'on a fait jeu égal en conquête, grosso modo, dans les stats, on a fait plutôt jeu égal. On a été un peu dominé sur les rucks. Mais pourquoi on n'a pas su varier le jeu et se rassurer en ayant un jeu un peu plus restrictif à des moments? Parce que Philippe, tout simplement, il pensait que ça allait passer. Tout le monde pensait que ça allait passer au bout d'un moment, qu'ils allaient craquer à la 60e, comme on a vu face à l'Irlande. Et moi, le premier, à la 60e, je me suis dit, on a un banc qui est plus costaud qu'eux. Alors peut-être un peu moins expérimenté, mais plus costaud. Et comme on a vu face à l'Irlande, on s'est dit à la 60e, ils vont craquer, on va pouvoir prendre le dessus. Mais si les 2 ou 3 essais que tu dois marquer facilement en première mi-temps, il y a même pas de sujet. Donc aujourd'hui, on a battu même en deuxième mi-temps quand tu sens en novembre. Ouais. Même en deuxième mi-temps quand tu sens que ça se nivelle un peu. En novembre. Et ensuite, tu bats les Anglais l'année dernière d'un point également. Donc, si tu veux, c'est pas la première fois où ce scénario, on a l'habitude qu'il tourne en notre faveur et c'est la première fois où il tourne pas en notre faveur. Ouais. On va en parler avec Maxime, qu'on est content et ravi d'accueillir au standard de Sud Radio 0826 300 300. Bonsoir Maxime de Clermont. Bonsoir messieurs. Alors, est-ce que tu t'es relevé de cette défaite dans le crunch d'un point? Voilà, est-ce que c'est pour toi le plus gros gâchis du 15 de France de ces dernières années? Ah oui, c'est vrai que je pense que le mot gâchis, alors le plus gros, après j'ai pas tous les matchs en tête, mais c'est vrai que ça a été un énorme gâchis et je rejoins beaucoup, je rejoins énormément ce que disait Johan par rapport justement au fait que voilà, on n'a pas su pour moi tuer le match. On a eu plein d'occasions et je pense que justement en première période, si on concrétisait tous ces essais, les Anglais ils auraient été assommés et on serait peut-être parti comme l'année dernière. Et en fait ils ont toujours, je pense qu'ils sont toujours restés dans le match et voilà, on n'a jamais su marquer les points et voilà, c'est du gâchis, c'est un gros gâchis. Qui a failli selon toi, Maxime? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plus à montrer du doigt? Alors c'est que c'est toujours délicat, vu que je pars du principe, le rugby ça reste un sport collectif, mais je suis d'accord, il y a peut-être des individualités qui ont, pour moi à mon sens, n'ont pas été à la hauteur. Je trouve déjà au niveau du banc, les entrées elles n'ont pas été si tranchantes que ça, où justement je sais plus c'était Philippe ou Johan qui disait que normalement sur le papier on devait être supérieur à eux, et en fait justement si on prend Radou que j'ai trouvé très décevant. J'ai goût aussi. Il y a eu après ça a été défensivement où Jalibert il a pas été bon, j'ai trouvé. Et après on a vu aussi, je crois sur le dernier essai, sur la dernière combinaison, il y a un trou. Je sais plus quel centre passe à travers. Mais ouais, et là on se dit en fait j'ai pas retrouvé la défense de l'équipe de France habituelle. Je les ai trouvés très faibles en défense et offensivement il fallait qu'on retire les moufles. Johan, justement, tiens, sur ce dernier essai là concédé là, parce que quand même le ballon porté il tourne mais plutôt côté touche, donc ça veut dire que ça ouvre quand même les défenseurs français vers le grand côté. A priori il n'y a pas de danger de surnombre et on se fait un peu, on va dire, amusé par ce leurre de Freeman qui vient de son aile là, et comment tu l'expliques? Il y a une erreur de défense tout simplement. Mais qui se situe plutôt à quel niveau? Au début de au niveau des centres où Pierre-Louis Barassi reste fixé alors que toute la défense est en train de contrôler, et du coup ça crée un décalage, et c'est à ce moment-là où ils sont pris au cœur avec Louis Bielbarré qui n'arrive pas à fermer en même temps aussi que Pierre-Louis Barassi, parce qu'ils sont sur 2 contrôles différents, sur 2 défenses totalement différentes, et c'est dommage qu'à ce niveau-là on n'arrive pas à mettre beaucoup de pression. Alors est-ce que Gaël Fickou à ce moment-là, précieux du match, il ne manque pas pour contrôler la défense? C'est la bonne question.
Ouais, non, mais là, c'est clairement les dynamiques qui s'inversent. Après, tout est. Non, mais là, il faut fermer, de toute façon. Sur cette défense-là, il n'y a pas de question à se poser. On est à 20 mètres de la ligne. Ils ne peuvent pas faire autant de passes devant la défense. On va écouter parce que cette situation d'essai, elle vient aussi d'un dernier ballon qui a été gratté par les Anglais, voilà, et il y a eu une situation que Ramos était vraiment, avait essayé de contre-attaquer ce ballon et s'est retrouvé face à des Anglais, ballon gratté, pénalité, et derrière on sait ce qui a suivi. Écoutez-le, c'était en conférence de presse dans les couloirs de Twickenham. Encore une fois, là, à chaud, c'est difficile de répondre, mais ouais, c'est sûr que voilà, ce dernier ballon gratté, il fait mal. Difficile. J'ai pas revu les images, mais est-ce que je peux taper, pas taper? J'ai l'impression d'avoir 4 mecs devant moi, donc difficile de savoir si j'ai le temps ou pas de dégager le ballon. Mais encore une fois, il faut que on n'aurait jamais dû se mettre autant en danger sur cette fin de match, et ça, on peut s'en prendre qu'à nous. Il aurait dû dégager, selon toi, Johan? Après, il est assez grand pour apprécier la situation et pas prendre le risque. Comme je pense qu'il est assez d'expérience, c'est quelqu'un de réfléchi. Et s'il prend cette décision à ce moment-là, c'est que c'était la bonne décision. Et le tout, c'est de savoir que les autres doivent s'adapter à sa prise de décision. Alors, est-ce qu'il aurait pu ou pas? Je sais pas, parce qu'il a quand même pas trop le temps. Pied gauche, je crois, donc c'est compliqué. Maintenant, les soutiens n'ont pas été assez réactifs, mais ça a été durant tout le match. Ouais, Philippe. Les zones de ruck, c'est une des clés principales d'explication aussi de ce scénario. Alors, il y en a bien sûr beaucoup d'autres avant ça, mais après, quand on rentre un peu dans le détail, on a rarement été aussi peu performant sur ces zones de ruck. Alors moi, en plus, c'est drôle comment tu perçois les choses. J'avais l'impression vraiment que les stats étaient différentes et qu'il y avait eu quasiment 6 rucks gagnés anglais pour un Français. En fait, dans les stats, on les a revus, c'est 4-2. Donc c'est pas énorme l'écart. Mais malgré tout, on a été très perturbé dans cette zone de ruck. Et ce combat, on l'a perdu. Et ça explique ce faux rythme aussi, au-delà des scories, des en avant, etc., dans lequel on est tombé. Parce que le scénario, c'est l'inverse du scénario auquel on s'attendait. On pensait qu'on allait prendre la grêle pendant 20 minutes parce que les Anglais avaient fait une très grosse entame contre les Irlandais. Honnêtement, les Anglais, ils font une entame de merde. Ils y sont pas du tout. Les Français ont le ballon, avancent, sont dangereux très vite. On sent les Anglais complètement apathiques. Et puis, on pensait qu'on allait subir un peu sur ces 20 premières minutes, peut-être la première période, et qu'on allait basculer la décision avec le banc. Et puis en fait, il s'est rien passé à l'entame. On a eu la même mise sur ce match. Et c'est le banc anglais qui fait basculer le match pour eux. Maxime de Clermont, qui nous appelle au 0826 300 300. Est-ce que tu as ressenti la même chose que Philippe ? Oui, c'est ça, je suis d'accord. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec les deux analyses, même avec celle de Johan. La question que je me pose, et je vais peut-être un peu sévère, mais c'est est-ce que est-ce qu'on s'est pas vu trop beau, et puis je me dis surtout cette défaite, elle va peut-être un peu nous faire redescendre un peu les pieds sur terre, parce que c'est ça, je pense qu'on était peut-être un peu, on était encore un peu sur notre petit nuage face à la Nouvelle-Zélande où on gagne tous nos tests matchs, et que peut-être ça nous permet de nous reconcentrer, mais voilà, je trouve c'est une défaite qui fait très mal, après pareil, au niveau de la troisième ligne, c'est mon avis, mais j'ai trouvé que justement dans les rucks on n'a pas su batailler, et après l'entrée des remplaçants, j'insiste encore, je suis désolé pour Radou, mais je l'ai pas trouvé assez percutant par exemple, et qu'il y a des fois il y a des joueurs que, bon là je fais mon Clermontois, mais il y a des joueurs par exemple comme Tixeron qui étaient présélectionnés, qui à mon sens ont autant leur place que lui, donc c'est après son avis personnel. Moi, avant Tixeron, c'est vrai que la deuxième ligne, c'est un vrai sujet autour de Radou, et sans avoir rien contre lui, mais je trouve que depuis malheureusement l'affaire Argentine, il n'a pas fait de grands matchs à Pau. On ne sent pas qu'il a repris le niveau qu'il avait avant. Et donc, moi je pensais... Et il n'a que 21 ans aussi. Il a que 21 ans, bien sûr, non, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui a du potentiel, mais je le trouve moins bon qu'avant l'Argentine. Et à contrario, Djegou, lui, a fait des belles performances. Djegou est très bien revenu. Après, il a fait des très bons matchs avec La Rochelle. Même sa rentrée. Sa rentrée est vraiment très bonne. Mais c'est vrai qu'au Radou, je me suis posé la question. Je disais pourquoi pas Brennan, que je trouve avoir donné beaucoup plus de garanties avec le Stade Toulousain, mais après ça perturbe l'alignement complètement, parce que si tu remplaces Brennan, si tu remplaces Rouma par Brennan,
tu es en difficulté ensuite dans l'alignement. Compliqué de faire sauter quelqu'un après. C'est compliqué. Bon, Maxime, on va te remercier. Si j'ai bien compris ton truc, c'est que ça manquait un peu de Clermontois quand même dans le 15 de France. C'est un peu. Et t'as vu Philippe, voilà, dont le cœur est quand même assez toulousain. Ça manquait quand même d'un Toulousain supplémentaire en deuxième ligne. Non, même pas en plus. Bon. Je pense week-end. Bon, en tout cas, voilà, ça sera l'affiche du week-end, la 16e journée. Merci Maxime d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Dans un instant, on aura notre grand témoin, notre expert, entraîneur de la Roumanie notamment, et David Gérard, ancien international, qui est avec nous, ancienne deuxième ligne. Et on va justement rentrer un petit peu plus dans ce jeu d'avant. On parlera également d'Antoine Dupont, qui était avec nous aujourd'hui dans les locaux de Sud Radio. À tout de suite. 20h30 sur l'antenne de Sud Radio, si vous nous rejoignez. Le lundi soir, c'est rugby, les vraies voix du rugby. Philippe Splanguero, Yoann Huget. Et vous, bien sûr, 0826 300 300. On est ravis d'accueillir sur l'antenne David Gérard, qui fait aussi partie de l'équipe Sud Radio et qui est toujours là avec nous. Salut David. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bravo et félicitations. Et félicitations parce que je crois qu'il y aura un petit voyage pour l'Australie en 2027. C'est ça. On a réussi à se qualifier. Mission pas forcément évidente puisque on avait une poule quand même avec le Portugal et surtout la Belgique qui s'était renforcée de tous les joueurs professionnels qu'ils avaient en France. Je crois que c'est la première fois de l'histoire qu'ils avaient une équipe aussi compétitive. Donc ça n'a pas été facile, surtout que le rugby roumain est en reconstruction. Donc c'est une bonne chose de fait en tout cas. Ouais, et on note également que il y a la Roumanie, il y a la Géorgie. On est plutôt habitué à vous voir en Coupe du Monde, mais en revanche, il y aura l'Espagne. Toi qui connais bien le rugby European Championship, ce qu'on appelait avant peut-être le tournoi B, est-ce que tu peux nous mettre un peu en perspective cette qualification de l'Espagne aussi pour la Coupe du Monde, ce qui est plus rare? L'Espagne, c'est 7 joueurs de top 14 et autant de Pro D2, déjà. Donc aujourd'hui, les Espagnols, ils ont construit sur la durée et ils ont fait appel à un coach argentin qui lui-même allait chercher des joueurs éligibles argentins. Je crois qu'ils en ont une quinzaine qui sont argentins, mais d'origine espagnole, plus donc elle a une bonne moitié de l'effectif qui est professionnel en France, donc 7 de top 14. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est très compétitif. En tout cas, pas sur l'équipe si j'ai bien regardé, pas sur l'équipe qui est allée battre la Suisse, là, notamment, sur la dernière journée. Non. D'accord. Ils ont mis sur le premier match contre la Hollande. D'accord. Ils ont mis tous les meilleurs joueurs sur le premier match. D'accord. Et effectivement, et là, ils ont obtenu leur qualification, ce qui est quand même, on va dire, un clin d'œil sympa pour l'évolution de notre rugby, qui quand même, qui parfois est un peu en vase clos. Donc c'est bien qu'il y ait aussi des nouvelles nations qui entrent dans le concert. Revenons quand même sur ce France-Angleterre, ce Angleterre-France, pardon, ce crunch. David, comment toi tu l'as vécu et est-ce que tu avais, si tu l'as vu devant une télé ou un écran, est-ce que tu avais envie de jeter ta télé? J'étais surtout très déçu pour les joueurs. En fait. Très déçu pour les joueurs parce que des occasions ils en ont eu, des possibilités ils en ont eu. Mais il y a des matchs comme ça où tu as tendance à vraiment te précipiter, surtout en début de match. Ils ont eu des pertes de balles proches des lignes qui auraient pu aller à dame. Et c'est vrai que face à une équipe comme l'Angleterre, surtout à domicile, qui voulait pas passer pour des cons, entre guillemets aussi. Ils se sont accrochés et puis ils y ont cru et ils ont remporté ce match sur cette dernière action. Mais je suis vraiment déçu pour les Français qui, bien sûr, sur le match auraient mérité mieux. Ouais, c'est vrai que voilà. Est-ce que Philippe, Philippe disait que devant on avait été dominé. Est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça? Je trouve qu'ils ont été assez copieux et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une certaine domination parce que tactiquement ils nous ont surpris en fait. Ils nous ont surpris et ils nous ont mis à mal dans plusieurs secteurs qui leur ont permis à un moment donné d'exister tout au long du match et qui ne nous ont pas permis forcément de prendre un avantage assez conséquent pour tuer le match. Et les Anglais, si tu ne les tues pas quand on a l'occasion, tu as été tué à la merci ou d'une pénalité en fin de match ou d'un essai encaissé, comme ça a été le cas pour les Français. Quand tu dis coquin, par exemple, c'est sur les rucks notamment, sur ces rucks importants, celui notamment qui fait basculer. Ouais. Ils ont été très bons. Hein. Et ils ont été très bons dessus parce qu'ils sont à la limite de règle. Aujourd'hui, ils ont une faculté quand même à gérer la règle par rapport à nous. Je trouve c'est pas qu'on est en retard, mais on a des arbitres quand même anglo-saxons 90% du temps. Et je trouve qu'ils ont quand même une facilité déconcertante à en tirer le meilleur de cet arbitrage.
ils arrivent à jouer avec. Tu vois, et nous, des fois, c'est vrai que on est sanctionné un peu plus rapidement. J'ai en tête 2 des 4 rugs gagnés des Anglais où l'arbitre s'y te fait vraiment très vite par rapport à ce qu'on peut voir en top 14 tous les week-ends. Hein. Ouais. C'est vraiment pas la même philosophie. Dont un au Curry et Plecker. Ouais. Bah, il se relève quand même. Il lâche, il se relève. C'est pas évident. Il peut siffler dans les deux sens. Hein. Oui. Il y en a un notamment. On est à Twickenham. Ouais, vas-y David. Non, aujourd'hui les garçons, vous le savez très bien, qu'on prépare un match tactiquement pour battre les adversaires, mais il faut aussi préparer le match avec l'arbitre. Mais quel genre d'arbitre tu as tu vois, parce qu'il y a des arbitres qui sont plus tatillons au sol, d'autres moins, donc tu sais qu'il va être un peu plus permissif. Mais c'est vrai que là, je trouve que la vitesse d'intervention a été tellement rapide que tu te dis waouh, il faut vite réagir quoi, parce que sinon tu perds très rapidement le ballon quoi. Non mais c'est vrai par contre que sans vraiment tirer sur l'ambulance et cibler des joueurs, mais je me disais que on avait tous nos joueurs qui sont souverains dans ce secteur de jeu d'habitude. Il y a bien sûr, on pense à Peato Movaka et à François Cross qui étaient là, et puis il y a un joueur comme Boudouan qui a pris sa place et qui honnêtement est un joueur important dans ce secteur-là. Et c'est vrai que je trouve que individuellement aussi, ils ont été dominés par ces Anglais. Je sais pas, il s'était préparé dans ce sens-là. Hein. Tu sais, si on prend le talent des deux équipes, on va pas se le cacher, on est largement plus talentueux qu'eux. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que tu peux arriver à battre du talent? C'est de l'engagement, voire du surengagement. Et ce surengagement-là, ils l'ont contrôlé par moment, et ça leur a permis de récupérer des ballons très importants sur ce match. Johan, réaction au propos de David. Voilà. Est-ce qu'il y avait un supplément d'âme chez les Anglais? Est-ce qu'ils avaient plus envie de gagner que nous, voilà, au fond d'eux? Non, parce que après on tombe face à une équipe d'Angleterre qui a perdu quand même 7 matchs consécutifs. Donc il fallait bien qu'ils se réveillent à un moment donné. Bon, ça a été malheureusement face aux nations du tiers 1, hein, on le rappelle. Bien sûr, mais ça a été face à nous, donc malheureusement. Mais il fallait. J'ai trouvé que nos Français étaient dans le match pleinement dès le début de la rencontre. Là, on est tatillon parce qu'on a perdu d'1 point. Mais est-ce que l'année dernière, quand on gagne d'1 point, on a été aussi tatillon avec nos Français? Je pense pas. On a dit qu'ils auraient fait un match magnifique, c'était remarquable, alors qu'ils se sont fait remonter de quasiment plus de 10 points en seconde période. Et là, ils ont été consistants durant tout le match, sauf sur des détails, comme on l'a dit, sur une phase de ruck, où ils n'ont pas tué le match assez rapidement. On peut parler aussi d'une pénalité en face des poteaux de Thomas Ramos, qui nous a pas habitués à ça, donc on peut se permettre de le relever. Donc voilà, il y a eu quelques petits détails qui n'ont pas permis à l'équipe de France de gagner ce match, mais on n'a pas été assez bon collectivement pour l'emporter non plus. Et les Anglais aussi quand même, en parlant du jeu au pied, ils loupent deux pénalités honnêtement très faciles à des moments où ils reprennent un peu le match en main et qui peuvent aussi basculer la décision plus tôt. Moi honnêtement, quand il y a l'essai de Bielbarré à 4 minutes de la fin, je me dis c'est bon, on a retrouvé ce caractère et cette capacité à basculer les décisions en fin de match, parce que c'est arrivé souvent qu'on aille chercher des matchs comme ça. Ce caractère, on l'a retrouvé là. Et honnêtement, quand il y a eu cet essai-là, je me suis dit bon, c'est bon, le plus dur est passé. Je pensais jamais que les Après Anglais, le coup d'envoi, tu peux pas le louper non plus. On loupe 3 renvois. C'est la base du rugby. Justement, sur des points marqués. Renvoi, c'est compliqué. Justement, je voulais voir l'œil de David, qui est un coach en chef pour la Roumanie, mais qui a quand même une appétence pour le jeu d'avant. Quand même, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 renvois, là, notamment, qui nous remettent un peu la tête sous l'eau à chaque fois? Aujourd'hui déjà. Tu veux pas mon œil d'expert, quoi, François? Quel dommage. Il aimait y sauter sur les coups d'envoi là, quand même. C'est vrai. Non, mais il se passe qu'à un moment donné, c'est des. Petit problème sous le ballon. Déjà. Et puis après, il y a la qualité des listes. Mais aujourd'hui, déjà, si le sauteur se manque, après là, on a l'impression qu'on tire un peu sur l'ambulance. Mais vous savez très bien que si jamais on score, on parle même pas comme ça du match. Parce qu'aujourd'hui, je me dis pas que les Anglais sont meilleurs que nous. Mais par contre, on a laissé trop de choses en route, en fait. On a trop d'occasions de marque. Ces coups d'envoi-là, ils sont super importants. On sait que quand on marque des points, il faut faire attention au retour de bâton qu'il y a juste derrière. Donc la sortie de camp suivante, elle est cruciale. À l'arrivée, tu manques pratiquement toutes tes sorties de camp à cause de ça. Donc tu reprends la pression de suite et c'est ça qui te change aussi la physionomie du match. Moi, je me pose une vraie question pour Johan, David. Ce qui m'embête avec ce match de samedi, c'est que ça ramène à la question de savoir si on est devenu une grande équipe. Est-ce que ce qu'on peut considérer comme une très grande équipe,
elle est capable de laisser passer un match comme ça? J'ai pas vu beaucoup de scénarios des grandes nations mondiales passer à côté d'un match comme ça. Tu sais, on peut revenir dans le passé. Toutes les grosses équipes, à un moment donné, elles tombent. Pour une raison X ou Y. Mais je pense que ça fait partie de la construction d'une grande équipe. Et nos Français, aujourd'hui, je dis pas ça parce que je suis chauvin et que j'aime la France. C'est que, comme je t'ai dit, je les vois pas moins bons que les Anglais. Mais sur le match, les Anglais, ils ont profité de détails qu'on a laissés en route. Mais ça fait partie de la construction d'un groupe. Je pense que si tu les rejoues, les Français ne feront pas les mêmes erreurs. J'en suis pratiquement persuadé. Aujourd'hui, on a une faculté d'apprentissage qui est énorme en France, avec la qualité des joueurs et la qualité de développement des clubs. Et je me dis qu'on a des magnifiques joueurs devant nous. Quand je vois la qualité des joueurs et ce qu'ils font, voilà. Moi, je ne vais pas m'arrêter à que ce match-là. Pour moi, on a une grande équipe, mais elle est en construction. Donc, ça veut dire qu'elle tombera des fois. Il faut l'accepter. Johan. Non, mais il a raison, David, tout à fait. On a une très grande équipe. Elle n'est jamais tombée 2 fois d'affilée. Elle a toujours su se relever. Maintenant, moi, je nous trouve vachement dur avec nos Français parce qu'aller gagner à Twickenham, alors peut-être qu'ils nous ont mal habitués, mais aller gagner à Twickenham, les gars, c'est pas facile. Hein. Et on a une belle équipe de France en face. Elle a été imprécise, certes, mais elle a montré un beau visage. Aujourd'hui, ils savent qu'ils ont perdu le match. Et c'est pas les Anglais qui ont été meilleurs. Mais il y a des points dans lesquels on peut être perfectible et c'est une jeune équipe, faut pas l'oublier. Alors maintenant, elle est en construction, oui et non quand même, parce que ça fait depuis maintenant 6 ans que le groupe évolue de la même façon. Est-ce qu'il faut pas mettre un peu plus de concurrence? Ça, c'est une autre question. Dans le management. Ouais. Question quand même. Après, pardon, mais les Anglais, c'était quand même à la vie à la mort, hein, parce que je pense qu'il y a quand même un affect d'une partie des joueurs leaders de cette équipe pour Steve Borswick, qui avait la tête sur le bio, hein, parce que la Fédé anglaise avait dit qu'il lui fallait 4 victoires dans le tournoi. L'ogre irlandais étant passé, il n'y avait plus droit à l'erreur. Donc là, sur une défaite française, il sautait immédiatement, quasiment. Ouais. Hein. Ça se joue à 3 minutes. Ouais. Oui, ça a été un choix fort de Steve Borthwick de mettre quand même Finn Smith à l'ouverture et à l'arrière. Choix payant, certes, mais il fallait le faire. Il l'a fait et ils ont eu des intentions. Revenons quand même sur le jeu des Français, sur cette petite musique là qui résonne depuis maintenant une dizaine de jours, sur le fait que le jeu des Bleus est peut-être trop Dupont centré. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Tu as le meilleur joueur du monde chez toi. Donc, qui touche des ballons, qui touche pas de ballons, on dira toujours qu'on est dépendant de lui. Et il est super important dans ton système, parce que c'est le meilleur. Maintenant, je pense qu'on a du talent partout. Il y a du talent partout. Et où Dupont est bon, c'est qu'il arrive à faire jouer justement tous ses talents autour de lui. Et qu'il arrive lui aussi à prendre des initiatives. Mais après, il faut apprendre aussi que les autres, ils apprennent de nous, ils grandissent. Là, les Anglais ont trouvé des solutions. Ils ont essayé d'être pragmatiques. Et ils l'ont été. Mais c'est sûr que aujourd'hui, l'attention sur Dupont, elle y est, elle y sera. Mais pour l'instant, je trouve qu'il s'en tire plutôt bien quand même. Hein. Pour un garçon qui est visé apparemment à gauche, à droite, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu, preuve du talent. Mais moi, je pense qu'on a d'autres talents aussi à mettre en avant et Dupont va leur permettre d'exacerber un petit peu leur qualité. Ouais, on l'a vu aujourd'hui dans les locaux de Sud Radio, Philippe. Il nous a semblé toujours très agacé par en tout cas très contrarié par cette défaite. Il a revu Quentin, t'étais là aussi, voilà, dans le cadre d'événements privés pour Fiducial, la maison mère de Sud Radio. Et c'est vrai, il disait qu'il avait revu 2 fois le match, c'est ça, déjà, Quentin. Il avait vu une fois directement le soir même du match et une fois le lendemain, parce qu'il y avait encore des choses qui lui trottaient dans la tête, notamment sur des actions où il se dit là-dessus j'aurais peut-être pu faire autrement. Il voulait vérifier certaines choses. Non, mais ce joueur quand même c'est exceptionnel parce que il y a ce qu'on voit à la télé, puis il y a ce qui explique ce qu'il est. Tu vois, c'est drôle que tu dis ça. J'ai une anecdote qui a rien à voir, mais quand même je l'ai dit avec Laurent Labitte il y a quelques années. Laurent Labitte me racontait que hyper content, il avait vu une nouvelle sortie de mêlée, combinaison en sortie de mêlée, etc. Et donc il travaille autour de ça et puis il convoque Antoine dans sa chambre pour lui montrer. Et Antoine lui dit je sais, les Harlequins ou Northampton la faisaient il y a 6 ans. Il lui dit tiens, regarde. Il avait regardé
tous les matchs, pas que de la France, mais des équipes anglaises. Et il se souvenait de toutes les combinaisons sur sortie de mêlée d'une équipe anglaise il y a 6 ans. Et Laurent Labitte, il me dit, bon, ben là, j'ai Philippe, compris. je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied, mais c'est parce qu'on avait joué contre les Harlequins il y a 3 ans avant, et ils nous avaient marqué un essai là-dessus, ça l'avait agacé. C'est pour ça que. Mais après, il regarde beaucoup de rugby également, mais c'est pour ça que ça lui fait on a l'explication, mais en tous les cas, voilà, c'est là, tu vois, qu'il est revu le match dès le soir même, et puis le lendemain à nouveau. Bon, enfin, je suis pas sûr que tous les joueurs l'aient fait. Ouais, Johan, t'es pas surpris? Non, mais là, c'est lui qui l'a regardé, plus en individuel. Après, il va y avoir le collectif, il va y avoir le retour avec les coachs. Donc, en gros, le match, il va le revoir à peu près entre 5 et 8 fois, quoi. Donc, ça, c'est dans ses routines quand il a perdu. Déjà, il est mauvais joueur. Et alors, quand il perd un match comme ça, qui était à sa portée. Pire que toi ou pas? C'est possible? Il va nous en parler pendant 10 ans. Oui, bien sûr. Bien pire que moi. Il est insupportable. Quand tu m'écris des horreurs par WhatsApp après tes défaites au qui je suis. mais qu'on ne divulgue pas. Ouais. Je ne vais pas relever ça. Cet événement, Quentin, horrible et mauvais joueur, mais les personnes qui ont eu la chance de le rencontrer sont pas forcément d'accord avec ce que dit Yoann Huget. Moi, j'ai été les rencontrer justement après cet événement, et ce qui ressort plutôt d'Antoine Dupont, c'est son humilité. Écoutez, franchement, c'est un monsieur, quoi. C'est un joueur exceptionnel, puis un monsieur d'une simplicité, d'une humilité. Il respire tout ça dans ce qu'il dit, et puis comme on disait, il a la tête sur les épaules. Voilà, la tête sur les épaules, une vision du jeu simple. Il sait où il va, il sait ce qu'il a à travailler. Non, vraiment très 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 intéressant, très impressionnant. Puis un mec en or a priori. On le voit depuis quelques années où que ça gagne ou pas, il est toujours sur la même longueur d'onde, et puis c'est son humilité. L'humilité, le partage, l'expérience, et non, c'est vraiment j'ai adoré ce moment. Voilà, ça c'était les participants à cette des fois avec Yoann. Journée. Chanceux. Voilà. David, est-ce que toi tu penses qu'il va y avoir, on va dire, un avant et un après cette défaite-là? Qu'est-ce qu'elle va faire pour ce groupe France? Il y a notamment l'Italie déjà dans 10 jours. Je pense qu'ils vont les retofiler. Déjà, je pense qu'ils vont s'agacer et qu'ils vont être à l'image de Dupont, ils vont être agacés. Non, je pense qu'ils vont faire un gros match, et comme je te dis, je pense que la France, tu ne peux pas faire ils feront pas 2 fois les mêmes erreurs. Donc on va avoir une France qui va être beaucoup plus concentrée, beaucoup plus dans le match. Je pense que dès qu'ils vont avoir des occasions, ils seront plus tueurs, parce que c'est ça qui nous a manqué, en tout cas sur ce match-là, pour pouvoir l'emporter. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est vrai que je reviens tout à l'heure sur ce que j'ai dit que c'était une équipe d'apprentissage. Johan a raison, c'est vrai que ça fait 6 ans maintenant qu'il bosse. Mais quand je dis un apprentissage, c'est que surtout, il ne cesse pas d'apprendre, en fait. Et Dupont, le bon premier. Et s'il regarde autant de matchs, c'est qu'à un moment donné, il sait qu'il est perfectible, et que la France est perfectible à certains points. Et ils vont évoluer pour le bien de l'équipe de France. Et je suis sûr qu'ils vont se remettre dans l'axe, et ils vont arriver à franchir un palier de plus assez rapidement. Johan, tu penses que ce groupe-là va se donner comme défi de bien sûr gagner en Italie, mais aussi d'aller gagner à Dublin le 8 mars? Non, mais oui, la marche contre l'Italie, et bien sûr, ils vont relever ce défi. Mais c'est surtout qu'ils vont aller vouloir battre les Irlandais chez eux pour toujours gagner ce tournoi. C'est ça, ils sont toujours en course. Et il va falloir battre les Irlandais pour espérer gagner le tournoi. Donc ce groupe-là, il est tombé une fois face à l'Angleterre. Bon, ils ne tomberont pas face à l'Italie, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais en tout cas, ils iront relever ce défi face à leurs Irlandais chez eux. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont venus nous battre chez nous. Donc on est Français, on a un peu de mémoire, et on est revanchards. Bon, ben voilà, c'est dit. En tout cas, David Gérard, on te remercie d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Félicitations encore pour la qualification de la Roumanie à la Coupe du Monde 2027. Merci voilà. beaucoup. Et dans un instant, on va filer en Australie, justement, retrouver un de nos auditeurs qui nous écoute depuis Sydney. Voilà, parce que c'est ça, les amateurs de rugby. Il y en a partout, et surtout les amateurs de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby. Et Yoann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe rugby de Sud Radio est là, bien sûr, et les auditeurs mobilisés au 0826 300 300. On est ravis d'accueillir depuis Sydney Thibaut, qui nous écoute sur Sud Radio, sur le site sudradio.fr, sur l'app. Enfin, je ne sais pas sur quel moyen, mais en tout cas, on est ravis de t'avoir. Salut Thibaut. Bonsoir François, bonsoir Philippe, bonsoir Johan. Ouais, et bonjour à toi surtout, bonsoir. Parce qu'il est tôt pour toi. On est mardi pour toi.
Mardi, 6h50, on va aller au travail, donc tout se passe bien. Comment tu as vu, toi, ce France-Angleterre dans le pays qui va organiser d'abord la tournée des Lions à l'été et ensuite la Coupe du Monde en 27? Donc un réveil matinal à 3h45 et le coup d'envoi à 4h et un match palpitant, des bons rebondissements. Il fallait faire attention d'être calme dans l'appartement parce que j'avais mon petit qui dormait derrière. Donc, surtout les 10 dernières minutes, ça a été tendu. Et donc, voilà, c'était un difficile début de journée quand même. Parce qu'à 6h du matin, après avoir perdu le match et les quelques messages de mes collègues anglais, ça a été un dimanche assez difficile. Ouais, ils oublient jamais les petits messages, les Anglais, après une victoire comme ça. Sorry, good game. Le WhatsApp groupe, il a chauffé et c'était assez difficile. Après, au niveau de la couverture médiatique ici en Australie, ils n'ont pas trop parlé du match quand même. Ils ont plus mis en avant les erreurs des Français pendant la rencontre, plus que la victoire des Anglais quand même. C'était une surprise ici que l'Angleterre gagne. Ouais. Tiens, petite info, Quentin. Ouais, le Romain Tamac qui sera disponible pour l'équipe de France à partir du 24 février. Le seul problème, le match sera le 23. Ah, c'est bizarre pourtant. Ils sont bons, ils sont quand même bons ces Irlandais. Mais cela dit, alors une fois n'est pas coutume, mais franchement, je trouve ça bien pour Mathieu Jalibert parce que je pense que si Romain était revenu, il aurait repris sa place tout de suite. Et honnêtement, il y a beaucoup de polémiques autour du match de Mathieu Jalibert, notamment sur sa prestation défensive, mais malgré tout, il fait quand même un match offensivement plutôt abouti. Donc là, c'est quand même bien qu'il enchaîne une deuxième fois pour se remettre la tête à l'endroit, parce que son histoire avec l'équipe de France depuis quelques mois et l'épisode de novembre est pas simple. Là, il fait quand même office de bouc émissaire, donc c'est bien pour lui qu'il puisse enchaîner, quoi. Ouais, Johan, petite réaction très rapide avant d'aller prendre celle de Thibaut. Johan. Ma réaction, non, c'est que c'est toujours aléatoire avec ces instances. D'un coup, c'est 15 jours, il peut rejouer, puis là, il peut plus rejouer comme par hasard jusqu'au 24. Je pense qu'on a besoin de réorganiser tout ça, mais après, c'est bien pour Mathieu parce que oui, même si défensivement, ça a été un peu compliqué et on aime bien retenir que ça, mais c'est pas évident de se fondre dans un groupe qui a déjà sa place et on sait qu'on remplace au pied levé Romain Tamac, donc il va pouvoir travailler dans la continuité. Thibaut, toi, l'amateur de rugby aux antipodes à Sydney, t'as pensé quoi de la performance de Jalibert notamment? Ah, ça a été bien en première mi-temps. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas concrétisé tous ces ballons qu'ils ont envoyés vers les extérieurs. Après, on a mis en avance ces plaquages manqués, mais bon, au niveau de l'organisation offensive, il a quand même été pas mauvais. C'est juste que ça a pas marqué derrière, en fait. Ouais, c'est vrai. Parle-nous quand même de cette nouvelle qui est venue d'Australie. Je crois que c'était juste avant le week-end où Josh Smith a annoncé qu'il se retirait de la sélection australienne. Eh oui, c'est un peu la surprise ici. Tout le monde en parle et tout le monde était très content que Josh Smith continue pour les Lions et la tournée et le Super Championship après les Lions, mais il a décidé de repartir en Nouvelle-Zélande pour des raisons personnelles. Donc les Australiens sont à la recherche d'un nouveau coach. C'est le 5e en 6 ans. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est incroyable. Ouais. Le manque de stabilité dans cette équipe. Manque de stabilité, mais ils ont repris les rênes des franchises. Donc maintenant, ils ont à leur disposition en fait de pouvoir choisir entre 3 ou 4 candidats. L'entraîneur des Queensland Reds, Les Keys. On parle aussi de Stephen Larkham et de l'entraîneur des Waratahs, McKellar, mais depuis que Michael Cheika a dit qu'il ne continuerait plus aux Leicester Tigers, en fait, il revient dans la course avec les 3 autres. Donc, un de ces 4 entraîneurs sera sûrement l'entraîneur des Wallabies pour la tournée d'automne à la fin de l'année. Ouais, donc ça veut dire que Josh Smith, c'est pas un problème, on va dire, sportif avec la fédération. Voilà, c'est un problème familial qui l'oblige en fait à partir en Nouvelle-Zélande. Ouais, à partir de Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est un de ses enfants qui est malade. Mais donc il resterait quand même un peu consultant, enfin en tout cas dans le giron de la fédération internationale australienne. C'est ça, il ferait la transition pendant la tournée d'automne avant que l'équipe parte en tournée dans l'hémisphère nord et il serait sûrement consultant en 2026 pour aider la transition avec le nouvel entraîneur.
Donc, voilà. D'accord. Comment se porte le rugby union, comme on dit, le rugby à 15 en Australie, parce qu'on sait qu'il est, c'est pas le sport numéro 1. Ah non, c'est sûrement le 5e sport, derrière le rugby à 13, le cricket, le football australien et le rugby à 13, même le soccer est plus développé, surtout chez les jeunes en ce moment. Et ce qui s'est passé surtout à l'intersaison, c'est que les Melbourne Rebels ont mis la clé sous la porte avec 10 millions de dollars australiens de dettes en fait. Donc ils ont annulé l'équipe et les meilleurs joueurs ont été dispatchés dans les 4 autres provinces. Donc voilà, beaucoup de problèmes financiers pour les franchises. Et la bonne nouvelle pour la fédération australienne, c'est la venue des Lions, comme tu l'as dit au début de la prise d'antenne, c'est que les Lions vont amener beaucoup d'argent avec 9 matchs en à peu près 6 semaines. Voilà. Donc une grosse rentrée d'argent pour la fédération australienne qui en a bien besoin parce que les droits télé ont été renégociés à la baisse avec le diffuseur local. Voilà, donc ça veut dire que c'est les Lions qui vont un peu sauver, voilà, parce que ça draine. Les Anglais qui vont nous sauver. Ouais, ça draine, Philippe, toujours des milliers de supporters et des millions de pounds. Ouais, c'est colossal hein, d'un point de vue économique que représentent les Lions, mais c'est bien justement qu'ils aillent aider ce rugby australien. C'est certainement aujourd'hui l'équipe de l'hémisphère sud qui en a le plus besoin, parce que les Sud-Africains ont bien structuré leur économie, puis là ils vont annoncer des choses ces prochaines semaines justement sur la structuration financière de leur fédération. C'est à suivre et c'est un modèle plutôt intéressant, mais je pense qu'on en reparlera. Et puis les Néo-Zélandais ont un peu abandonné les Australiens. Il y avait quand même un binôme assez fort dans le sud entre l'Australie et les Néo-Zélandais qui se sont tournés vers le Japon, et donc les Australiens sont quand même très esselés là dans ce rugby de l'hémisphère sud. Ouais, effectivement. Johan, dernier petit mot, on va se quitter et on ira ensuite dire au revoir à Thibaut, mais dernier petit mot pour conclure cette émission. Hâte d'être à l'Italie, messieurs, et de voir la réponse de nos Français, parce que je sais qu'ils doivent l'avoir à travers la gorge comme nous. Ouais. Et Thibaut, tu es aussi arbitre, amateur en Australie. Prochaine affiche que tu vas arbitrer? Un tournoi à 7 la semaine prochaine, le samedi 15 février, juste à côté de chez moi. Et on a aussi la chance d'avoir le Super Rugby qui reprend ce week-end. Donc voilà, la saison reprend le 15 février pour nous ici. Bon, il va faire beau chez toi aujourd'hui ou pas? 28, 29, 30. Arrête. Un peu froid. Ouais, un peu froid. Il a beaucoup plu, donc ça va être humide pendant 2-3 jours, mais bon, ça devrait bien se passer. Ouais. Il va faire humide à 30 degrés. Voilà. Quelle tristesse. Écoute, si tu veux, on t'enverra une petite carte postale de Paris et tu verras ce que c'est que le gris. Merci Thibaut d'avoir été avec nous en direct de Sydney. Merci de nous écouter d'aussi loin. Toujours un plaisir. Merci Philippe d'avoir été en studio avec nous. Johan, à très bientôt. Il faisait froid, ça, Johan, il faisait froid. Ouais, mais c'était quand même pour ça j'ai mis un petit col rouge. Une très bonne soirée. Quentin Fredon, merci d'avoir été avec nous à la préparation de cette émission. Quentin Cabanis, bien sûr, Odo Standard. Et on se retrouve dès vendredi pour la Pro D2.